15 janvier 1944, Union soviétique, offensive de l'armée rouge vers Leningrad. « 17 janvier, Italie, grande offensive alliée. Alors qu'en Ukraine, la bataille fait rage, par moins 20 degrés, l'armée rouge entame une offensive en direction de Leningrad. L'état-major soviétique veut rompre le siège de la ville, qui dure depuis 900 jours. 900 jours sans ravitaillement et sous le feu allemand. Après plusieurs jours de bataille acharnée, les unités des fronts de Leningrad, de Volchov et de la Baltique réussissent à forcer le blocus. Les Allemands doivent battre en retraite. Le 27 janvier, les habitants de Leningrad, qui ont survécu au siège, accueillent leur libérateur. Le 17 janvier, sur le front italien, les Alliés lancent une offensive de grande ampleur. Son objectif est de rompre la ligne Gustave et d'ouvrir la route vers Rome. Pour faciliter la marche vers la capitale italienne, 2 divisions de la 5e armée américaine débarquent sur les arrières de l'ennemi à Anzio. Adolf Hitler ordonne de tenir à tout prix la ligne Gustave. Des renforts éparpillés sur les arrières du front sont acheminés. Certaines de ces unités viennent d'Anzio, là où les GI du général Lucas débarquent les 21 et 22 janvier 1944. Au lieu de s'extraire rapidement d'Anzio, les 2 divisions américaines sont encerclées par les forces du général von Mackensen. Le point stratégique de la défense allemande se situe plus au sud. C'est le massif de Monte Cassino, surmonté par le célèbre monastère des Bénédictins. Avant la bataille, les Allemands évacuent le monastère. Non seulement les moines, mais également les œuvres d'art, la bibliothèque et les archives. Tout est déposé au château de Saint-Ange à Rome. La première tentative pour s'emparer de Monte Cassino se solde par un échec. Les unités américaines, britanniques et le corps expéditionnaire français doivent interrompre l'offensive. Le deuxième assaut, quelques jours plus tard, se termine par une lourde défaite des forces alliées. Pour attaquer le monastère, les Alliés doivent se découvrir. Or, les unités de parachutistes allemands, particulièrement bien armés et aguerris, profitent de leur position dominante. Le 29 janvier, les forces alliées au pied du Monte Cassino s'élèvent déjà à 70 000 hommes, 500 canons et 340 chars. Les Allemands disposent quant à eux de 8 divisions. Les Alliés ne sont pas encore assurés de la maîtrise du ciel et la Luftwaffe fait des ravages, augmentant la confusion parmi les troupes alliées.
Février 1944, Union soviétique, offensive vers la Baltique. « 15 février 1944, Italie, nouvelle offensive sur Monte Cassino. Le 12 février, sur le front de l'Est, une grande offensive soviétique commence. Elle a pour but de libérer les territoires à l'ouest de Leningrad et jusqu'aux pays baltes. La 16e armée allemande est pratiquement anéantie et le front dans cette région progresse de 150 km vers le sud-ouest. Dans le même temps, sur les deux fronts ukrainiens, les soviétiques achèvent la liquidation des unités allemandes encerclées au sud de Kiev. Le 15 février, en Italie, est lancée une nouvelle offensive sur Monte Cassino. Le 2e corps d'armée néo-zélandais donne le premier assaut. Le même jour, les avions alliés bombardent le monastère considéré comme un point stratégique de la défense allemande. 600 tonnes de bombes transforment le chef-d'œuvre de l'architecture médiévale en amas de ruines. C'est l'occasion pour l'Allemagne de dénoncer dans sa propagande la barbarie destructrice des Alliés. Dans le même temps, le monastère est transformé en une véritable citadelle où chaque pierre devient un rempart. Deux jours après le bombardement, début des assauts terrestres. La 4e division indienne tente en vain de s'emparer de la colline 593. Le bataillon des Maoris échoue également dans sa mission de s'emparer de la gare de chemin de fer. Simultanément, les Allemands attaquent la tête de pont alliée d'Anzio. Mars 1944, France, renforcement du mur de l'Atlantique. « 1er mars 1944, front de l'Est, nouvelles opérations soviétiques sur le front de Leningrad. « 3 mars 1944, Italie, les Alliés repoussent les Allemands à Anzio. Au mois de mars, à l'ouest, les Allemands accélèrent les travaux de renforcement de la ligne de défense allemande sur les côtes de la Manche et de l'Atlantique. C'est le feldmaréchal von Rundstedt qui supervise la construction du mur de l'Atlantique. Plus de 170 000 ouvriers sont employés par l'organisation Todt pour mener à bien ce vaste chantier. Sur le front de Leningrad et sur le second front de la Baltique, les troupes de l'armée rouge préparent de nouvelles opérations. Au début du mois, commence une série d'offensives de grande envergure qui libèrent une partie de l'Ukraine et de la Moldavie. À la fin du mois, l'armée rouge entre en Roumanie. Les progrès de l'armée rouge sur la partie sud du front créent les conditions d'une prochaine offensive dans les Balkans. Ils sont aussi à l'origine des changements politiques en Hongrie et en Roumanie. L'effondrement de la défense allemande en Ukraine et la menace qui pèse sur la frontière du Reich incite Hitler à donner l'ordre à la Wehrmacht d'occuper la Hongrie. Le 15 mars, l'opération Margaret commence. Simultanément, et avec l'accord du maréchal roumain Antonescu,
l'armée allemande renforce les troupes chargées de défendre la Roumanie d'une invasion soviétique. Le 3 mars 1944, à Anzio, la 3e division américaine repousse l'attaque de la 14e armée allemande. Les pertes alliées sont importantes. C'est la dernière attaque contre la poche américaine. Dorénavant, les Allemands vont se limiter au blocus d'Anzio. Kesselring édifie et consolide de nouvelles positions défensives, la ligne Gothique, la ligne César et la ligne Adolf Hitler, rebaptisée le verrou Senger, du nom du commandant de la 14e Panzer Division qui défend Cassino. La 3e offensive sur Monte Cassino commence le 15 mars par un bombardement allié intensif. C'est le corps d'armée néo-zélandais qui donne l'assaut. Mais la défense allemande est trop bien organisée pour que les Alliés puissent s'emparer de la ville et du monastère. À Cassino, pendant l'hiver 1943-1944, les troupes alliées perdent 52 000 hommes. L'objectif de l'offensive soviétique, déclenchée le 8 avril 1944, est la libération de la Crimée occupée par les Allemands depuis 1942. La presqu'île est défendue par la 1re Panzerarmee, la 6e armée stationnée à Odessa, la 17e armée et la 1re division roumaine. L'attaque soviétique est très rapide. En 3 jours, l'armée allemande est contrainte de préparer son évacuation par le port d'Odessa. En 1 semaine, toute la Crimée passe entre les mains des soviétiques. Seul Sébastopol tient, défendu par la 17e armée, dépêchée sur place la veille. C'est Hitler lui-même qui donne ordre de défendre la ville à tout prix et jusqu'au dernier soldat. La situation de l'armée allemande sur le front de l'Est devient critique. Le chaos règne dans les unités de la Wehrmacht. La tactique allemande de la terre brûlée laisse derrière elle les villes et les villages anéantis, des voies de chemin de fer inutilisables, des ponts détruits. Tout est mis en œuvre pour freiner la progression de l'armée rouge qui menace maintenant les Balkans et le gouvernement général de la Pologne. « 5 mai 1944, Yougoslavie, offensive de l'armée de Tito. » 7 mai 1944, Crimée, attaque soviétique sur Sébastopol. 11 mai, Italie, offensive alliée décisive sur la ligne Gustave. 7 mai, Grande-Bretagne, préparatifs du débarquement. Le 5 mai, en Yougoslavie, l'armée des partisans du maréchal Tito lance une nouvelle offensive. Pour protéger les routes qui doivent leur permettre d'évacuer les Balkans, les Allemands effectuent une opération aéroportée en Bosnie, où se trouve l'état-major de l'armée yougoslave. L'opération échoue. Tito réussit à évacuer ses généraux vers une île, en Adriatique. En mai 1944, les forces de Tito comptent déjà 300 000 hommes et combattent sur tout le territoire yougoslave contre des unités italiennes, allemandes, croates et serbes. Le 7 mai 1944, en Crimée, l'armée rouge lance une attaque pour libérer Sébastopol. Adolf Hitler exige que la ville tienne 6 à 8 semaines.
Lors d'une visite au quartier général du Führer, le général Jenke, commandant la 17e armée, fait remarquer à Hitler qu'il n'est plus en mesure de défendre la ville. Il est arrêté et destitué de ses fonctions. La défense à outrance tourne au désastre et coûte la vie à des dizaines de milliers de soldats allemands. Le général Schörner, commandant du groupe d'armée Sud-Ukraine, prend alors sur lui de sauver ce qui peut encore l'être. Mais le 9 mai, les Soviétiques entrent dans Sébastopol. Le 12 mai, toute la Crimée est libérée. Le 11 mai commence le 4e assaut sur Monte Cassino. Les 8e armées britanniques et 5e armée américaine participent à cette opération baptisée Diadème. Les missions les plus difficiles sont confiées au 2e corps d'armée polonais du général Anders qui attaque directement le Monte Cassino, au 13e corps d'armée britannique qui combat dans la vallée du Liri et au corps expéditionnaire français qui doit prendre Monte Cassino à revers par les montagnes. Dans la nuit du 11 au 12 mai, la préparation d'artillerie lourde annonce le début de l'opération. Le 12 mai, les Polonais s'emparent de la colline 593, mais la contre-attaque allemande les contraint à battre en retraite. Le corps expéditionnaire français rencontre également des difficultés. Ce n'est que le lendemain que la 2e division marocaine s'empare du Monte Maio. Le 14 mai, les Français libèrent une première ville dans les monts Orunchi, à l'ouest de Cassino. Le lendemain, la 4e division de montagne marocaine parvient à pénétrer plus profondément dans le massif. Les Allemands sont contraints d'abandonner leur position. 2 jours plus tard, l'assaut décisif, confié au 2e corps d'armée polonais, peut débuter. Pour éviter d'être pris à revers, les Allemands évacuent Monte Cassino. Le 21 mai, les drapeaux alliés flottent sur les ruines du monastère. La ligne Gustave est rompue et la route numéro 6 de Naples vers Rome est ouverte aux forces alliées. En mai, les préparatifs du débarquement en Normandie s'intensifient. L'opération Overlord nécessite le regroupement des unités alliées, l'organisation de la logistique, le stockage des réserves de munitions et de carburant. La mobilisation des unités américaines, britanniques, canadiennes et françaises exige une organisation sans faille. La puissante campagne de désinformation doit détourner l'attention allemande du lieu choisi pour le débarquement. Le commandement et la coordination de l'infanterie sont confiés au commandant en chef de la 21e armée britannique, le maréchal Montgomery. « 4 juin 1944, Italie. La 5e armée américaine entre dans Rome. « 6 juin 1944, France. Débarquement en Normandie. » 23 juin 1944, front de l'Est, offensive soviétique en Biélorussie.
La marche des forces alliées vers Rome a débuté à la fin du mois de mai. À l'arrière du front, des partisans italiens attaquent des voies de communication et certaines unités de la Wehrmacht. La 14e armée allemande s'efforce de retenir les progressions alliées pour permettre l'évacuation des troupes stationnées entre Monte Cassino et Rome. Dans cette course vers la capitale italienne, les unités de la 5e armée américaine se distinguent. Les 2 corps d'armée américains du général Keyes et le 6e corps d'armée du général Truscott sont les premiers à entrer dans la ville éternelle, le 4 juin 1944. Les Romains leur réservent un accueil enthousiaste. Après 9 mois d'occupation allemande, Rome est libérée. Voici le commandant du corps expéditionnaire français, le général Juin, et le commandant de la 5e armée américaine, le général Clark. Au Vatican, le pape Pie XII bénit les délégations des armées victorieuses, dont le prochain objectif est de franchir les défenses de la ligne gothique au nord de Florence. Le 6 juin 1944, sur le front de l'Ouest, le débarquement des forces alliées permet de franchir les fortifications du mur de l'Atlantique. Pour l'état-major allemand, ce débarquement en Normandie est une surprise. Les 3 chefs de l'opération, Montgomery, Eisenhower et Tedder. L'opération Overlord couronne les efforts du Premier ministre britannique Winston Churchill. Le mauvais temps sur la côte a retardé l'opération de quelques jours. Une légère amélioration permet aux unités alliées embarquées sur des navires et concentrées en Manche dans un lieu nommé Piccadilly Circus de se diriger vers les côtes normandes. Sur les plages normandes, le théâtre d'opération est large de 70 km. À l'est, sur les plages baptisées Gold, Juno et Sword, débarque la 2e armée britannique. À l'ouest, à Utah et à Omaha Beach, débarquent les unités de la 1re armée américaine du général Bradley. Le succès du débarquement est dû à la puissance de feu de l'artillerie navale, à l'efficacité de l'aviation, au soutien apporté par les divisions aéroportées à l'infanterie et à une écrasante supériorité en effectifs. Le débarquement des forces britanniques et canadiennes ne rencontre pas de difficultés notables. En revanche, sur Omaha Beach, dans le secteur américain, la défense allemande est particulièrement redoutable. Malgré tout, en une semaine, 12 divisions alliées, c'est-à-dire 330 000 hommes et 54 000 véhicules, réussissent à débarquer en France. Dans la première phase de la bataille, les Allemands ne disposent que d'une division blindée. L'aviation alliée et les actions de la résistance française empêchent tout renfort. Le 12 juin, en réponse au débarquement, les Allemands attaquent Londres. Les bombes volantes V1 ravagent la ville. Leur utilisation avant le 6 juin aurait pu sérieusement ébranler les préparatifs d'Overlord. Sur les 9000 engins envoyés, près d'1 tiers atteint sa cible. À Londres,
6 000 personnes trouvent la mort et 18 000 sont blessées. Les V2, employés à partir de septembre 1944, seront encore plus meurtriers. Le 23 juin 1944, sur le front de l'Est, commence une grande opération de l'Armée rouge en Biélorussie. Baptisée Opération Bagration, elle doit faire face au groupe d'armées du centre qui se maintient sur ses positions. L'attaque de 4 fronts soviétiques pulvérise les forces allemandes. En un mois, l'armée soviétique libère une grande partie de la Biélorussie et entre en Pologne jusqu'à la Vistule. « 8 juillet, Normandie, rupture du front à Caen. « 17 juillet, front de l'Est, poussée soviétique vers le Reich. » 20 juillet, Prusse orientale, attentat contre Hitler. Un mois après le débarquement, la résistance des troupes allemandes en Normandie est telle que le nœud ferroviaire de la région de Caen reste entre les mains de la Wehrmacht. Pourtant, le 8 juillet, les unités alliées réussissent à rompre les lignes de défense allemandes. Le 7 juillet, Caen est écrasé sous les bombes alliées. Ce bombardement a pour résultat de renforcer les défenses allemandes. Les divisions blindées de la Wehrmacht, dont la division d'élite Hitlerjugend, ne cèdent pas sous la puissance de feu britannique et canadienne. À la fin du mois, la première armée américaine réussit pourtant à percer à Saint-Lô. Un peu plus tard, avec la 3e armée américaine, elle brise le front à Avranches. Ces 2 opérations sur les ailes de l'ennemi constituent le premier pas vers l'encerclement des Allemands à Falaise. Sur le front de l'Est, le 17 juillet 1944, débute une offensive de l'armée rouge, fortement soutenue par les unités de partisans soviétiques. Son objectif est de libérer l'Ukraine dans la région de Lvov et vers la frontière polonaise. À l'Est, l'offensive du front de la Baltique permet à l'armée rouge de progresser de plus de 100 km. Le 11 juillet, Minsk est libéré. La victoire sur le groupe d'armées centre permet aux soviétiques de déplacer la ligne du front dans certains endroits de plus de 200 km vers la Pologne. Dans le même temps, sur la partie centrale du front, l'armée rouge s'enfonce de plus de 200 km à l'intérieur du territoire du gouvernement général de Pologne. Parmi les unités soviétiques se trouve la première armée polonaise, composée surtout de soldats qui n'ont pas pu s'enrôler dans l'armée du général Anders. Cette première armée polonaise est utilisée par la propagande soviétique pour créer l'illusion de la libération de la Pologne par des Polonais. Le 31 juillet 1944, suite à la progression du second front de Biélorussie, l'armée rouge atteint la Vistule à moins de 50 km de Varsovie.
La fin de la guerre en Pologne semble proche. Planifié depuis des mois par l'armée de l'intérieur, le soulèvement populaire de Varsovie est promis au succès. La progression de l'armée rouge accélère la décision de l'état-major de l'armée de l'intérieur. Elle semble d'autant plus justifiée qu'au nord, l'armée rouge ne rencontre plus de résistance. À la fin du mois, l'armée soviétique pénètre en Estonie. Les défaites allemandes sur tous les fronts et l'obstination de Hitler à continuer la guerre à tout prix ravivent le mécontentement en Allemagne. Les complots pour éliminer Hitler trouvent leur apogée dans l'explosion d'une bombe au quartier général du Führer, en Prusse orientale, le 20 juillet 1944. Attentat raté. Le hasard fait que Hitler n'est que légèrement contusionné. Celui-ci y voit le signe de la Providence, qui, une fois de plus, se manifesterait en sa faveur. Peu après, il accueille Mussolini sur les lieux de l'attentat. Hitler déclenche alors une vague d'arrestations et d'exécutions, notamment parmi les officiers supérieurs, conspirateurs réels ou présumés. Le tribunal populaire de Berlin, sous la tutelle du nazi convaincu Roland Fressler, condamne des centaines de personnes. Des dizaines sont exécutées, parmi lesquels Stauffenberg. Trois jours après l'attentat, Adolf Hitler impose à la Wehrmacht le salut hitlérien. « 1er août, Pologne, soulèvement de Varsovie. 19 août, France, soulèvement à Paris. 20 août, front de l'Est, offensive en Moldavie. 30 août, Italie, les Alliés franchissent la ligne de défense allemande gothique. Le 1er août 1944, à Varsovie, éclate un soulèvement minutieusement préparé par l'armée de l'intérieur et le gouvernement polonais en exil. L'armée rouge stationne sur les bords de la Vistule. Les résistants de Varsovie, dirigés par le général Bor Komorowski, espèrent son soutien. Après quelques actions polonaises victorieuses, des renforts allemands sont acheminés dans la capitale polonaise. Dans les rangs polonais, des dizaines de milliers de civils combattent, souvent armés de manière artisanale. La population est condamnée à se terrer dans les caves. L'armée rouge n'intervient pas. Malgré le danger, les avions alliés parachutent des armes, des vivres et des médicaments. La supériorité allemande reste toutefois écrasante. Les attentes polonaises sont d'autant plus justifiées que l'armée rouge continue sa progression. Le 16 août 1944, les divisions soviétiques repoussent une contre-offensive allemande en Lettonie. Quelques jours plus tard, les armées du front de la Baltique franchissent la frontière de la Prusse orientale. Pour la première fois, les combats ont lieu sur le territoire même du Reich. La défense allemande est particulièrement solide et facilitée par le terrain boisé, les nombreux lacs et les marécages. Sur le front de l'Ouest, la libération de la France approche. Le débarquement en Provence, le 15 août 1944, semble sonner la fin de l'occupation allemande en France. En Normandie, après 2 mois de bataille, les actions conjointes de l'armée britannique au nord et de l'armée américaine au sud provoque l'encerclement des Allemands dans la région de Falaise.
Le mérite du blocage des voies de retraite allemandes dans la région de Chambord revient au 2e corps d'armée canadien et à la 1re division blindée polonaise formée en Angleterre. La bataille de la Poche de Falaise, entre le 16 et le 19 août, n'apporte qu'une victoire incomplète. Une partie des troupes allemandes réussit à s'échapper, mais les Alliés voient s'ouvrir la route de Paris. Le 19 août 1944, à Paris, l'insurrection éclate. Depuis le débarquement, la capitale de la France attend la libération avec impatience. La résistance a préparé une insurrection militaire. Politiquement et symboliquement, le soulèvement joue un rôle important et découvre un autre visage de la France, assimilé jusqu'alors à la politique de collaboration avec le Reich du gouvernement de Vichy. Les premiers tirs retentissent dès le 17 août 1944. Le lendemain, sur la préfecture de police de Paris, flotte le drapeau tricolore. Les affrontements éclatent le 19 août. Les unités des forces françaises de l'intérieur, sous les ordres notamment du communiste Roll Tanguy, entrent en action. Elles comptent 45 000 hommes, mais seuls 5 000 sont armés. Les Allemands disposent sur place de 20 000 soldats, une soixantaine de chars, autant de canons et d'avions. Pour ne pas perdre le contrôle de la situation dans une ville que Hitler veut détruire, le général de Gaulle obtient une aide militaire de l'état-major allié. La 2e division blindée française du général Leclerc reçoit l'ordre de se diriger vers la capitale. Son commandant est l'un des généraux les plus célèbres en France, Philippe Leclerc de Haute-Cloque. Le 25 août 1944, la garnison allemande capitule. Ce même jour, le général de Gaulle arrive à Paris. Le 20 août 1944, sur le front de l'Est, une offensive de l'armée rouge débute en direction de la Roumanie. 3 jours plus tard, le gouvernement du maréchal Antonescu est renversé. Le nouveau pouvoir entre en guerre contre l'Allemagne et une convention d'armistice est signée avec l'Union soviétique le 12 septembre. La liste des pays qui se rebellent contre l'occupation allemande est complétée par la Slovaquie, où le 28 août éclate un soulèvement populaire. Malgré le soutien de l'armée régulière slovaque, la révolte est écrasée par les Allemands. Les partisans slovaques doivent se réfugier dans les montagnes. La Wehrmacht sauve, pour un temps, la route des Carpates. Le 30 août 1944, en Italie, les Alliés franchissent la ligne de défense gothique. Depuis la libération de Rome, le front s'est déplacé de 200 km vers le nord. Les 2 autres lignes de défense allemandes, faiblement défendues, ne font plus obstacle aux armées alliées. Les unités américaines, britanniques, canadiennes, françaises et polonaises poursuivent leur marche vers la Romagne, la Lombardie, la Vénétie et le Piémont, occupés par les Allemands et leurs alliés italiens de la République de Salo. « 3 septembre, Belgique, libération de Bruxelles. « 10 septembre, Pologne, offensive soviétique dans la région de Varsovie. » 17 septembre, Pays-Bas, opération Market Garden.
25 septembre, Allemagne, création du Volkssturm. Le 3 septembre, les forces alliées libèrent Bruxelles. Alors que la famille royale est emmenée en Allemagne, le gouvernement belge en exil rentre de Londres le 8 septembre. Les batailles en Belgique sont particulièrement difficiles. Le terrain fortement urbanisé joue en faveur des défenseurs allemands. Aux Pays-Bas, les canaux et les barrages sont ouverts. Une partie du territoire hollandais est inondée, ce qui ralentit la progression alliée. Le 10 septembre 1944, près de Varsovie, l'armée rouge lance l'assaut sur la rive droite de la Vistule. L'armée polonaise, soumise au commandement soviétique, ne peut venir en aide aux insurgés sur l'autre rive. Sur le front de l'Ouest, le 17 septembre 1944, à l'initiative du maréchal Montgomery, commence l'opération aéroportée Market Garden. Elle doit permettre aux Alliés de s'emparer des ponts sur le Rhin. La défense allemande s'avère particulièrement solide à Arnhem, où sont parachutés les hommes de la première division aéroportée britannique. Les chars du 2e corps d'armée blindée SS sont présents dans la périphérie de la ville. La situation des parachutistes britanniques, privés d'armes lourdes, devient dramatique. Même le renfort de la brigade aéroportée polonaise, parachutée le 21 septembre, n'est pas en mesure de renverser la situation. La première division aéroportée britannique, commandée par le général Urquhart, perd à Arnhem plus de 75% de son effectif, 6300 tués et prisonniers. Seuls les succès des parachutistes américains et la progression vers le nord de l'infanterie alliée sauvent partiellement l'opération. La double menace d'invasion et de défaite qui plane sur le Reich pousse Hitler à en appeler à la solidarité populaire. Les unités du Volkssturm sont constituées de civils mobilisés pour la circonstance. « 2 octobre, Pologne, fin de l'insurrection de Varsovie. « 10 octobre, Prusse orientale. L'armée rouge isole les unités allemandes. » Octobre, Hongrie, batailles acharnées à l'Est. « 14 octobre, front de l'Ouest, encerclement d'Aix-la-Chapelle. » 20 octobre, Yougoslavie, libération de Belgrade. « 20 octobre, Philippines, débarquement à Leyte. » Le 2 octobre, après 63 jours de combat, l'insurrection de Varsovie est écrasée par les forces allemandes. Elle coûte la vie à plus de 200 000 habitants. L'armée de l'intérieur perd 22 000 tués ou disparus et 16 000 prisonniers. Hitler donne l'ordre de détruire systématiquement et totalement la capitale polonaise. Le 13 août, les soviétiques prennent Riga, capitale de la Lettonie. Le 10 octobre, sur le front de l'Est, l'armée rouge atteint les rives de la Baltique et coupe le groupe d'armées Nord en Lettonie du groupe d'armées Centre en Prusse orientale. Sur la partie sud du front, l'armée soviétique, appuyée par des unités des armées roumaines et bulgares, pénètre en Hongrie le 23 septembre. La défense hongroise s'intensifie aux abords de Budapest. Le 15 septembre,
L'amiral Horthy, régent de Hongrie, a demandé l'armistice à l'Union soviétique. Un mois plus tard, il réclame aux Alliés un cessez-le-feu. Il est arrêté par les Allemands. Le 16 octobre, les croix fléchées de Ferenc Szálasi prennent le pouvoir et confirment l'alliance de la Hongrie avec l'Allemagne. Les nouveaux maîtres de Budapest font régner la terreur. Le 14 octobre 1944, les Américains encerclent Aix-la-Chapelle. Une semaine plus tard, la ville est prise. Forcé de choisir entre le suicide ou le procès dégradant, le renard du désert se suicide le 14 octobre 1944. La mort du feld-maréchal Rommel marque l'apogée de la chasse aux conjurés qui ont commis l'attentat du 20 juillet contre Hitler. Le 20 octobre, grâce à l'action combinée de l'offensive soviétique et de la lutte des partisans de Tito, Belgrade est libérée. Les unités allemandes, menacées d'être isolées en Grèce et dans le sud de la Yougoslavie, sont évacuées d'urgence. L'armée rouge atteint déjà la Bosnie et la Croatie. Le maréchal Tito arrive à Belgrade en vainqueur. Dans le Pacifique, le 20 octobre, par le débarquement à Leyte, commence l'offensive américaine sur les Philippines. Comme il l'avait annoncé 2 ans auparavant, le général MacArthur revient aux Philippines. Les tentatives japonaises pour empêcher le débarquement américain provoquent une grande bataille maritime et aérienne autour de l'île de Date. La flotte japonaise y perd 4 porte-avions, 3 cuirassés et 9 croiseurs. Cette défaite sonne le glas de la domination maritime japonaise dans le Pacifique. Novembre, Italie, importante bataille dans le nord de la péninsule. Novembre, Finlande, poursuite de l'armée allemande par les soviétiques. En Italie, en novembre 1944, d'importantes batailles se déroulent dans le nord pour la conquête du nœud ferroviaire de Faenza entre Bologne et Ravenne. Les pluies rendent le terrain montagneux presque infranchissable. Il faudra 4 semaines aux Alliés pour venir à bout de la résistance des troupes du maréchal Kesselring. Le 1er août, le maréchal Mannerheim, favorable à un retrait de la Finlande de la guerre, est élu président de la République. Le 4 septembre, Helsinki rompt ses relations diplomatiques avec Berlin. Le 19, l'armistice soviéto-finlandais est signé à Moscou. Les troupes allemandes quittent la Finlande pourchassées par les soviétiques. « 16 décembre, front de l'Ouest, contre-offensive allemande. Hitler tente sa dernière chance. La contre-offensive, garde au Rhin, déclenchée dans les Ardennes, doit repousser les forces alliées loin des frontières du Reich. La conception tactique de l'opération se fonde sur le modèle du Blitzkrieg de 1940. Le but est de rompre rapidement le front allié, d'encercler les armées isolées, de reconquérir Aix-la-Chapelle et de détruire les unités alliées en Belgique et aux Pays-Bas. 250 000 soldats allemands, soutenus par 1000 chars, vont parvenir à progresser de près de 80 km dans les lignes américaines. Les premiers jours de la bataille, les Allemands réussissent non seulement à bloquer l'avance alliée, mais à passer à la contre-offensive dans les Ardennes. Une partie de l'armée américaine se trouve encerclée à Bastogne, en Belgique, important carrefour ferroviaire et routier. Le revirement de la situation a lieu le 23 décembre. L'amélioration de la météo permet aux Alliés de profiter des renforts de l'aviation. Le 27 décembre, la contre-offensive allemande est définitivement arrêtée.